Bienvenue sur notre chaîne, où les histoires vraies prennent vie et nous transportent dans des moments qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une relation qui a captivé le monde de la musique, un lien si profond, si complexe, qu'il échappe à toutes les étiquettes. C'est l'histoire de Diana Ross et Michael Jackson, deux icônes dont la connexion a traversé des décennies, des studios de Motown au plateau d'Hollywood, des confessions publiques au silence lourd de sens. Ce n'était pas une simple amitié, ni une romance au sens classique, mais quelque chose d'unique, d'intime, presque impossible à nommer. Pendant des années, Diana Ross a gardé le silence, protégeant jalousement leur histoire. Mais en 2025, à 81 ans, elle se confie enfin, loin des projecteurs, avec une honnêteté qui jette une lumière nouvelle sur leur passé. Préparez-vous pour un voyage émotionnel, une histoire qui va vous toucher au cœur. Si vous êtes prêt à découvrir cette vérité cachée, restez avec nous, likez, abonnez-vous et partagez vos pensées en commentaire. C'est parti! Nous sommes en 1969, dans les couloirs vibrants de Motown Records, à Détroit. Imaginez un instant, un garçon de 9 ans, timide, nerveux, avec des yeux brillants de rêve et une voix qui semble venir d'un autre monde. C'est Michael Jackson, le plus jeune membre des Jackson 5, un groupe familial tout juste signé par Motown, le label légendaire fondé par Berry Gordy. À cette époque, Motown est une usine à rêves, un endroit où naissent des stars qui redéfinissent la musique. Et au sommet de cet univers brille Diana Ross. À 25 ans, elle est la voix des suprêmes, une diva au charisme magnétique, une icône de mode et de glamour, et une proche confidente de Berry Gordy. Quand Michael la rencontre pour la première fois, c'est comme si le temps s'arrête. Elle n'est pas seulement une star à ses yeux, elle est une présence, une force qui le fascine, qui l'attire comme un aimant. Pour ce garçon de Gary, Indiana, qui grandit sous la discipline stricte de son père, Joseph Jackson, Diana représente un monde nouveau, un mélange de grâce et de puissance. Officiellement, c'est Berry Gordy qui découvre les Jackson 5, grâce à une cassette envoyée par le chanteur Bobby Taylor. Mais Motown, toujours stratégique, décide d'associer le groupe à Diana pour maximiser leur lancement. Leur premier album, sorti en 1969, s'intitule Diana Ross présente les Jackson 5. Ce titre est un coup de marketing, une manière d'utiliser la renommée de Diana pour propulser ses jeunes talents. Mais pour Michael, ce n'est pas juste une tactique. Il racontera plus tard, avec une conviction presque enfantine, que c'est Diana qui les a découverts. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais pour lui, c'est sa réalité. Diana devient son phare, celle qui le guide hors de l'ombre d'une enfance marquée par des répétitions interminables, des spectacles sans fin, et une pression constante pour performer. Dans ses yeux, elle n'est pas seulement une mentor, elle est celle qui le sauve de l'invisibilité, celle qui lui donne une place dans ce monde immense. Cette première rencontre n'est pas qu'un moment professionnel. Entre Michael et Diana, un lien se forme, presque instantanément. Il est jeune, vulnérable, à la recherche d'une figure stable dans un univers chaotique. Diana, elle, voit en lui un talent brut, mais aussi un garçon sensible, presque fragile, qui porte déjà le poids d'une carrière naissante. Elle devient sa protectrice, son modèle, une présence qui le réconforte. Quand les Jackson 5 déménagent à Los Angeles pour travailler avec Motown, Michael commence à passer du temps chez Diana, dans sa maison des Hollywood Hills. Ce ne sont pas de simples visites. Il s'installe parfois chez elle, partageant des moments qui vont bien au-delà du travail. Imaginez ce garçon de 9 ans, assis dans le salon d'une superstar, observant chaque détail de sa vie. Il regarde comment elle répète ses chansons, comment elle choisit ses tenues, comment elle répond aux journalistes avec assurance. Pour Michael, Diana n'est pas seulement une artiste, elle est une école vivante, un exemple de ce qu'il veut devenir. Diana ne se contente pas de l'accueillir. Elle lui enseigne tout ce qu'elle sait. Elle lui montre comment sourire à la caméra, comment captiver une foule, comment transformer une performance en un moment inoubliable. Michael, avec son esprit curieux et son perfectionnisme naissant, absorbe chaque leçon comme une éponge. Plus tard, il dira « Diana m'a appris à être une star ». Ces mots ne sont pas anodins. À une époque où il est encore un enfant, sous la pression de son père et des attentes du label, Diana représente une figure bienveillante, presque maternelle, mais aussi une inspiration artistique. Elle voit en lui un potentiel illimité, une étincelle qu'elle veut nourrir. Et lui, il voit en elle une perfection à atteindre, une lumière qu'il veut suivre. Ce lien, encore innocent à ce stade, pose les bases d'une relation qui deviendra l'une des plus fascinantes de l'histoire de la musique. Qu'en pensez-vous? Cette rencontre entre un enfant prodige et une diva légendaire a-t-elle quelque chose de magique? Dites-le nous en commentaire, et si vous aimez plonger dans ces récits vrais,
n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. En 1971, Michael franchit une étape majeure. À seulement 11 ans, il lance sa carrière solo tout en continuant à se produire avec les Jackson 5. Sa première grande prestation télévisée en solo n'a pas lieu dans une émission des Jackson, mais dans Diana, l'émission spéciale de Diana Ross, diffusée en prime time. Sur scène, il chante Got to Be There, sa première chanson solo, avec une assurance qui déconcerte pour son âge. Sa voix est claire, son énergie est électrique et le public est captivé. Mais ce que les spectateurs ne voient pas, ce sont les heures de préparation en coulisses. Diana est là, à ses côtés, le guidant avec patience, ajustant sa posture, ses expressions, sa manière de livrer chaque note. Elle ne le traite pas comme un enfant star, mais comme un artiste en devenir, quelqu'un qui mérite d'être pris au sérieux. Dans une interview cette année-là, elle dira « Michael est comme un fils ou un petit frère pour moi. Il m'admire tellement, alors j'essaie d'être un bon exemple. » Ces mots, prononcés avec une tendresse sincère, sont repris par la presse, qui adore cette image, une diva confiante guidant un jeune prodige vers la lumière. Mais pour Michael, ce n'est pas juste une question d'admiration. Il commence à mémoriser chaque détail de Diana, sa façon de bouger sur scène, de parler avec douceur mais fermeté, de captiver une foule avec un simple regard. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, il y a quelque chose de plus intense, presque obsessionnel, dans la manière dont il l'observe. Il note ses gestes, la manière dont elle incline la tête, dont elle place ses mains. C'est comme s'il voulait non seulement apprendre d'elle, mais devenir une partie d'elle, absorber son essence pour construire sa propre identité d'artiste. À mesure que les années passent, leur relation s'intensifie. Michael n'est plus seulement un élève, il devient un confident, un compagnon. Lors de ses visites chez Diana, il ne se contente pas d'étudier son article. Il partage des moments de vie, des dîners tranquilles, des discussions sur la musique, des instants de silence où il se sent en sécurité. Diana, de son côté, est touchée par sa sensibilité. Elle voit en lui un garçon qui porte le poids d'une carrière énorme, d'une famille exigeante, et d'un monde qui attend déjà tout de lui. Elle devient son refuge, un espace où il peut être lui-même, loin des projecteurs et des attentes. Jermaine Jackson, le frère aîné de Michael, dira plus tard, Michael vénérait Diana. Elle était plus qu'une amie ou une mentor pour lui. Ces mots, prononcés des années après, laissent entrevoir une vérité que peu comprenaient à l'époque. Pour le public, ils sont comme une grande sœur et un petit frère. Mais pour ceux qui les connaissent de près, il y a une profondeur dans leur lien, quelque chose de non dit, qui dépasse les simples relations professionnelles ou familiales. À cette époque, il n'y a pas de scandale, pas de rumeurs publiques. Leur relation reste discrète, protégée par leur entourage et par leur propre volonté de ne pas l'exposer. Mais dans les coulisses de Motown, on commence à remarquer des détails. Michael imite les gestes de Diana sur scène, adopte son sens du spectacle, sa manière de captiver une foule. Lors des répétitions, il cherche son approbation, attendant un sourire ou un hochement de tête. Diana, elle, le traite avec une affection particulière, différente de celle qu'elle offre aux autres artistes. Ce n'est pas une romance, pas encore, mais c'est un lien qui grandit, qui s'enracine et qui deviendra bientôt impossible à ignorer. Que ressentez-vous face à cette complicité naissante? Michael voyait-il en Diana une mère, une sœur, ou quelque chose de plus? Partagez vos impressions en commentaire, et n'oubliez pas de liker si cette histoire commence à vous captiver. En 1978, leur relation prend une nouvelle dimension avec un projet majeur, The Wiz, une réinterprétation afro-américaine du Magicien d'Oz. Michael, alors âgé de 20 ans, joue l'épouvantail, son premier grand rôle au cinéma. Diana, 34 ans, incarne Dorothy. Pour Michael, ce film est une opportunité de s'émanciper de l'image des Jackson 5 et d'explorer le jeu d'acteur. Mais il y a une autre motivation, plus personnelle, travailler aux côtés de Diana, jour après jour, pendant des mois. Le tournage a lieu à New York, et c'est là que leur lien devient plus intime, plus visible. Michael loue un appartement, refusant l'hôtel pour plus de tranquillité. À la surprise de l'équipe, Diana choisit de vivre avec lui. Pas de manager, pas de caméra, pas de personnel, juste eux deux, partageant un espace privé loin du chaos d'Hollywood. Ce choix intrigue. Pourquoi une superstar comme Diana, au sommet de sa carrière, décide-t-elle de partager un appartement avec un jeune artiste de 20 ans? Les réponses ne viendront jamais, car ni l'un ni l'autre n'en parlera publiquement. Sur le plateau, leur complicité est évidente. Ils arrivent ensemble, repartent ensemble, partagent des repas et des conversations interminables. Diana l'appelle « bébé »,
un surnom qui surprend certains membres de l'équipe. Michael, connu pour sa timidité légendaire, semble transformé en sa présence. Il rit plus, parle plus, se détend. Les maquilleurs, les techniciens, les assistants commencent à murmurer. Il y a quelque chose entre eux. Pas une romance affichée, pas un scandale, mais une intimité qui ne passe pas inaperçue. Un membre de l'équipe racontera plus tard, on voyait qu'ils étaient proches, mais c'était difficile à définir. Ce n'était pas juste professionnel. C'était personnel. Pourtant, personne n'ose poser de questions. Diana et Michael protègent leur bulle et leur entourage respecte ce silence. Il n'y a pas de photos volées, pas de fuite dans les tabloïds. Ce qu'ils partagent reste entre eux, comme un secret précieux. Pendant les pauses du tournage, Michael partage avec Diana des démos de chansons, des idées brutes qui deviendront plus tard l'album of the Wall, un disque qui marquera le début de sa carrière solo légendaire. Elle écoute attentivement, commente, suggère des ajustements sur les paroles ou les mélodies. Ces moments ne sont pas des réunions formelles, ce sont des échanges spontanés, presque vulnérables. Michael lui fait confiance, non seulement pour son talent, mais pour son instinct, pour son cœur. Diana, de son côté, voit en lui un artiste qui repousse les limites, un jeune homme qui porte déjà le poids d'une carrière écrasante. Elle devient son ancre, sa confidente, celle qui comprend ses rêves et ses peurs. Cette période marque-t-elle le début de quelque chose de plus profond? Que pensez-vous de leur cohabitation? Laissez vos théories en commentaire, et abonnez-vous pour découvrir la suite de cette histoire. En 1982, Michael Jackson est à l'aube d'une révolution. Thriller, son album légendaire, est sur le point de redéfinir la musique pop, de pulvériser les records de vente et de faire de lui une icône mondiale. À 24 ans, il n'est plus l'enfant prodige des Jackson 5, il est une superstar planétaire, prêt à conquérir le monde. Mais au milieu de cette ascension fulgurante, il fait quelque chose d'inattendu. Dans une interview pour Ebony, le journaliste lui pose une question anodine. Qui est la femme idéale pour vous? Sans hésiter, sans sourire, Michael répond, Diana Ross. Je l'aime. Le silence qui suit est lourd. Le journaliste, déconcerté, pense d'abord à une plaisanterie. Mais Michael est sérieux. Il ajoute qu'il l'épouserait s'il le pouvait. À l'époque, Diana a 38 ans, elle est mère, 2 fois divorcée. L'écart d'âge et la franchise de Michael surprennent. Pour lui, ce n'est pas une déclaration légère. C'est un aveu qu'il porte depuis des années, un sentiment qu'il ne peut plus contenir. La presse s'empare de l'histoire. Certains y voient une admiration juvénile, un reste d'affection adolescente. D'autres soupçonnent une stratégie pour attirer l'attention, un coup de publicité. Mais ceux qui connaissent Michael savent que c'est sincère. Il est notoirement discret sur sa vie personnelle. Qu'il parle ainsi, en public, est un événement rare, presque inconcevable. Jermaine Jackson confirmera plus tard que Michael considérait Diana comme plus qu'une amie, presque comme une petite amie. Il devenait jaloux lorsqu'elle apparaissait avec d'autres hommes, une émotion qu'il ne cachait pas à sa famille. Diana, fidèle à elle-même, reste silencieuse. Elle ne commente pas, ne confirme pas, ne dément pas. C'est comme si elle savait que répondre exposerait quelque chose de trop fragile, trop précieux. La presse, curieusement, ne la pousse pas à parler. C'est un silence respecté, presque sacré, qui protège leur lien. Mais cet aveu marque un tournant. Michael, en s'ouvrant ainsi, expose une partie de lui-même qu'il gardait cachée. Il sait que Diana ne répondra pas de la même manière. Elle est une femme accomplie, avec sa propre vie, ses propres choix. Pourtant, il ne peut s'empêcher d'espérer. Cet espoir, fragile, sera bientôt mis à l'épreuve. En 1985, Diana annonce ses fiançailles avec Arne NS Jr. Un magnate norvégien du transport maritime. Leur mariage, discret, a lieu en Suisse, entouré de quelques proches. Michael n'est pas invité. Il n'envoie ni message, ni cadeau. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond avec une honnêteté déchirante, « J'étais jaloux. J'ai toujours aimé Diana, et je l'aimerai toujours. » Ces mots, prononcés avec une douleur brute, révèlent un Michael vulnérable, loin de l'image de la superstar intouchable. Après cela, il se referme. Il annule des interviews, évite les projecteurs, annule des séances en studio. La superstar planétaire devient un jeune homme de 27 ans confronté à un amour non partagé. Que ressentez-vous face à cette confession? Michael était-il amoureux, ou était-ce autre chose? Dites-le nous en commentaire, et n'oubliez pas de liker pour soutenir notre travail. La douleur de Michael trouve un écho dans sa musique. En 1987, il sort Dirty Diana,
une chanson qui intrigue le monde entier. Le titre n'est pas un hasard. Déposée le jour même du mariage de Diana, elle parle d'une femme séductrice, manipulatrice, qui attire les stars dans ses filets. Michael dira qu'elle est inspirée par les groupies qui entourent les célébrités, mais pour ses proches, c'est plus personnel. Jermaine Jackson expliquera que la chanson exprime la frustration de Michael, sa douleur face à une perte qu'il ne peut nommer. Ce n'est pas de la colère contre Diana, mais un cri du cœur, un moyen de traduire un amour qu'il ne peut vivre. Les paroles brûlent de tension, de désir contenu, d'une énergie brute qui contraste avec l'image douce de Michael. 4 ans plus tard, en 1991, il change de ton avec Remember the Time. Cette chanson, douce et nostalgique, est un hommage à un amour passé, à un souvenir précieux. Dans le clip, Michael incarne un homme cherchant à séduire une reine intouchable dans un palais égyptien. Jermaine confirmera que la chanson est pour Diana. Les paroles « Do you remember ?» sont une question sans réponse, un murmure adressé à quelqu'un qui ne répondra jamais. La musique devient son refuge, le seul endroit où il peut exprimer ce qu'il ressent sans crainte. Pour Michael, la musique n'est pas juste un art, c'est une confession, un langage qu'il maîtrise mieux que les mots. Dirty Diana et Remember the Time représentent deux facettes de ses émotions, la frustration et la tendresse, le désir et le regret. À travers elles, il parle à Diana sans jamais attendre de réponse. C'est un dialogue à sens unique, mais c'est le seul qu'il ose mener. Après 1987, il ne mentionnera plus jamais Diana dans les interviews, ni comme ami, ni comme collègue. Même lorsqu'on lui pose des questions directes, il esquive, change de sujet. Mais ceux qui le connaissent savent qu'elle reste une présence constante, dans ses pensées, dans ses chansons. La musique devient son sanctuaire, le lieu où il peut aimer sans être jugé, sans être rejeté. Que pensez-vous de ces chansons? Sont-elles des lettres d'amour déguisées? Partagez vos analyses en commentaire, et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci.